Bienvenue à la série 9, consacrée à la leçon Oscillation forcée dans un circuit RLC. C'est une leçon spécifique aux élèves de sciences maths. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo. Et commençons par l'exercice 1. On considère un oscillateur électrique comportant en série un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoïdale U de t égale UM cosinus 2 pi nt plus phi, un résistor de résistance R, une bobine B d'inductance L et de résistance R, un condensateur de capacité C. Un oscilloscope bicourbe convenablement branché permet de visualiser la tension U de T sur la voie Y1 et la tension UR aux bornes du résistor sur la voie Y2. Première question, schématiser le circuit et les branchements à faire pour visualiser les tensions précédentes. Pour schématiser le circuit et les branchements à faire, on doit d'abord schématiser un circuit qui contient un générateur basse fréquence, une résistance R, une bobine, une capacité, comme le montre le schéma suivant. Donc sur ce schéma, on a un GBF, une résistance, une bobine, un condensateur. Maintenant, on veut visualiser la tension U de T sur la voie Y1. La tension U de T, c'est la tension aux bornes du générateur. Donc, on prend la masse à côté de la résistance et la voie Y1 à côté du condensateur. Et comme ça, cette flèche-là indique la tension aux bornes du générateur ou bien la tension aux bornes du dipôle RLC. Donc ça, c'est U de T. Et c'est la voie Y1. Sur la voie Y2, cette flèche, on va visualiser la tension aux bornes de la résistance. Donc cette petite flèche représente UR. Et ces composantes sont prises dans la convention récepteur. Deuxième question, indiquez en le justifiant laquelle des deux courbes, celle qui correspond à U de T. C'est-à-dire parmi la courbe C1 et C2, laquelle qui correspond à U de T, la tension aux bornes du générateur. Pour répondre à cette question, on suit le raisonnement suivant. On sait, d'après le cours, que l'impédance Z est strictement supérieure à R. Le Z n'est égal à R qu'à la résonance à condition que la bobine n'a pas de résistance interne. Si la bobine a la résistance interne, Z à la résonance, c'est la résistance équivalente. Donc le produit Z fois IM, il est supérieur au produit R fois IM. Or, Z fois IM n'est autre que UM, c'est-à-dire la tension maximale aux bornes du générateur. Et RIM, c'est la tension maximale aux bornes de la résistance, c'est-à-dire UMR. Donc je peux dire que la courbe qui a la plus grande amplitude correspond à U de T. Donc la courbe C qui correspond à U de T, c'est celle qui a la plus grande amplitude. Il ne faut pas commettre l'erreur de voir seulement sur le schéma la plus grande amplitude, parce que les deux sensibilités verticales ne sont pas les mêmes. Donc si je veux UM de la courbe 1, c'est-à-dire l'amplitude de la courbe C1, c'est 4 divisions. Et chaque division avec 1 volt. Ça fera donc 4 volts. Et l'amplitude de la courbe correspondant à C2, c'est 3 divisions. Mais pour C2, chaque division avec 2 volts. Donc ça fera 6 volts. Donc je peux dire que la courbe C2 possède la plus grande amplitude parce qu'elle a une valeur de 6 volts. Donc la courbe de C2 correspond à U de T et la courbe de C1 correspond à UR de T. Et UR de T, c'est la courbe C1. Autrement dit, la courbe qui va représenter l'intensité, c'est C1, et celle qui va représenter la tension, c'est C2.
Troisième question. Déterminer à partir de l'oscillogramme la valeur maximale UM de la tension excitatrice. À savoir que l'excitateur, c'est le GBF. Donc, on nous demande la valeur maximale de la tension du GBF, c'est-à-dire la valeur maximale de U de T. Autrement dit, c'est la valeur maximale de la courbe C2, c'est-à-dire 6 volts. Donc, troisièmement, petit a, UM égale à 6 volts. La valeur maximale IM, l'intensité du courant, on déduire l'impédance Z du circuit. On a aussi d'après le cours, on détermine IM de cette façon. C'est la tension aux bornes de la résistance divisée par R. UMR sur la résistance R. UMR, c'est 4 volts divisé par la valeur de R. Ici, dans l'énoncé, j'ai oublié R, c'est R égale à 100 ohms. Donc, ça fera 4 sur 100, c'est 0,04 ampères. On déduire l'impédance Z du circuit. On sait que Z est égal à UM sur IM. C'est-à-dire aussi, pour avoir une valeur exacte, UM, et je remplace IM par cette expression. Ça sera donc UMR multiplié par la résistance. Le calcul donne Z égale, UM c'était 6 volts, UMR c'est 4 volts, donc ça fera 6 sur 4 fois 100. Ça donne 150 ohms. Petit c, préciser si le circuit est inductif, capacitif ou résistif. Je rappelle qu'un circuit est inductif si la tension est en avance de phase il est capacitif si l'intensité est en avance de phase, il est résistif si les deux sont en phase. D'après l'oscillogramme de l'exercice, on voit que la courbe C1, cette courbe, elle est en avance par rapport à la courbe C2. Donc la courbe C1, c'est UR, donc UR est en avance par rapport à U. Et comme UR, c'est le représentant de I de T, on va dire que l'intensité est en avance par rapport à la tension. Donc le circuit, il est capacitif, car UR est en avance par rapport à U. Dire que UR est en avance veut dire aussi que l'intensité I est en avance par rapport à la tension. Petit d, la phase de U par rapport à l'intensité du courant I de T, c'est-à-dire on veut déterminer à partir de l'oscillogramme cette valeur. On sait que la valeur absolue de phi, elle est égale à 2pi fois le décalage horaire tau sur t. Le décalage horaire, c'est ce décalage entre les deux courbes. Ceci, c'est tau. Ici, d'après cet oscillogramme, tau est égal à une division. Donc, je peux dire que tau est égal à une division. Par contre, la période, c'est 8 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je vois que la période, c'est de ce point jusqu'à ce point. Ça fera 1, 2, 3, 4, multiplié par le C. Donc, la période, c'est 8 divisions. Donc, la valeur absolue de phi égale à 2pi sur 8. 2pi fois 1, une division, sur 8, ça donne pi sur 4. Et comme le circuit il est capacitif, donc la valeur de phi elle est négative. Donc phi c'est moins pi sur 4 radians. Quatrième question, on fait augmenter la valeur de la fréquence N du générateur jusqu'à ce que les deux courbes correspondant à U et R deviennent en phase. Préciser le phénomène observé. Alors le phénomène observé c'est la résonance parce que les deux courbes sont en phase. La résonance d'intensité. Petit a, rappelez l'expression de la puissance moyenne P absorbée par l'oscillateur. La puissance moyenne, c'était U efficace fois I efficace fois le cosinus phi. Petit b, montrer qu'à la résonance d'intensité correspond une résonance de puissance. Ça veut dire,
montrer qu'à la résonance, on a une puissance maximale. À la résonance, phi égale à 0. Donc le cosinus phi prend sa plus grande valeur, c'est 1. Et l'intensité du courant prend sa plus grande valeur, I0. La puissance à la résonance que je vais appeler P0, elle est égale à U fois I0. Donc c'est une puissance maximale. La question, ou bien la suite de la question, calculer la valeur de la puissance à la résonance d'intensité. Alors on a U à la résonance est égal à la résistance équivalente fois I0, ce qui implique que la puissance à la résonance, c'est la résistance équivalente fois I0, fois le I0, ça sera donc I0 au carré. Donc, je me contente seulement dans cette question à donner l'expression de la puissance moyenne à la résonance. Exercice 2. On associe en série un condensateur de capacité C égale 0,5 microfarad, une bobine d'inductance L et de résistance petit r, et un conducteur ohmique de résistance réglable. Les graphes 1 et 2 ci-dessous représentent les variations de l'intensité efficace en fonction de la fréquence N du générateur. Pour avoir le graphe 2, on applique aux bornes du dipôle RLC une tension sinusoïdale de valeur efficace U égale à 2 volts et on choisit R égale à 30 ohms. Petit a, déterminer la valeur petit r de la résistance de la bobine. Dans cet exercice, on a un dipôle RLC et on a le graphe I en fonction de N. Ce graphe montre le phénomène de résonance et on nous demande de calculer la résistance petit r. Chaque fois qu'on nous pose cette question, on doit chercher la valeur de R en utilisant la résonance. On sait qu'à la résonance, on a U efficace est égal à Z0, l'impédance à la résonance, fois l'intensité efficace à la résonance appelée I0. Avec Z0, c'est la somme des résistances, c'est-à-dire la résistance du conducteur ohmique plus celle de la bobine. C'est ce qu'on appelle parfois la résistance équivalente, RE. Et d'après la courbe, on peut déterminer la valeur de I0. C'est la valeur de I au maximum, c'est-à-dire l'intensité efficace au maximum de cette courbe. C'est 60 mA. Donc, on connaît la valeur de U, on connaît la valeur de I0, on peut déterminer Z0 et calculer enfin petit r. Donc, on sait maintenant, donc c'est Z0 qui est égal à la résistance du conducteur ohmique plus celle de la bobine, elle est égale à U sur I0. Ce qui implique que la résistance de la bobine égale U sur I0 moins grand R. Comme application numérique, on a U c'est 2 volts, I0 c'est 70 moins 3, moins grand R c'est 30 ohms. Tout calcul fait, on trouve 3,3 ohms. Deuxième question, petit b. Déterminer la valeur de l'inductance de la bobine. Donc, si on veut déterminer R, on utilise le phénomène de résonance, c'est-à-dire on calcule Z à la résonance. Et pour déterminer la valeur de L, on cherche la fréquence à la résonance. On sait qu'à la résonance, on a N égale à N0, c'est-à-dire la fréquence du générateur égale à la fréquence propre du circuit. Donc, N à la résonance est égal, et N0 c'est 1 sur 2 pi racine de LC. On trouve que L égale 1 sur 4 pi carré, N au carré, fois C. Maintenant, pour la valeur de N. La valeur de N, c'est l'abscisse du maximum. Comme on peut le voir sur le graphe, le maximum de la courbe a un abscisse
Et cette valeur-là, c'est la valeur de n à la résonance. Donc on a ici 600, on a ici 800. Donc ça c'est 700, c'est 720. Donc la fréquence à la résonance c'est 720 Hz. Donc le calcul me donne L égale 1 divisé par 4 pi au carré fois 720 au carré fois C, c'est 0,5 microfarad, c'est-à-dire 0,5 fois 10 puissance moins 6. Tout calcul fait, on trouve L égale 9,8 10 puissance moins 2 Henri. Petit c, définir la bande passante et calculer sa largeur. La définition de la bande passante d'après le cours, c'est l'intervalle de fréquence tel que I est supérieur ou égal à I0 sur racine de 2. Donc on va dire la bande passante à moins 3 décibels et l'intervalle de fréquence N1, N2 tel que I est supérieur ou égal à I0 sur racine de 2. Maintenant, on veut déterminer sa largeur. Pour déterminer la valeur de la bande passante, on prend la valeur de I0, c'est-à-dire 60 mA, et on calcule 60 mA divisé par racine de 2. Ça donne pratiquement 42 mA. Donc cette valeur, c'est I0 sur racine de 2. C'est pratiquement 42 mA. Maintenant, la largeur de la bande passante, c'est cette largeur que je vais monter en vert. Donc, c'est la largeur de la bande passante, c'est-à-dire à partir de ce point jusqu'à celui-là. Ça me donne 4 petites divisions. Donc, le delta n ici, il est égal à 80 Hz. Graphiquement, delta n égale 80 Hz. Petit d, calcule le facteur de qualité. Par définition, le facteur de qualité Q égale N0 sur delta N. Le N0, c'est la fréquence à la résonance, c'est-à-dire 720 Hz. Et le delta N, c'est 80. Ça nous donne 9. Deuxième question. Quelle est la grandeur qui a été modifiée, c'est-à-dire la tension ou la résistance, pour avoir le graphe 1? Pour tracer ce deuxième graphe, est-ce qu'on a modifié la tension efficace ou bien on a modifié la valeur de la résistance? Les élèves ont tendance à dire qu'on a changé la résistance parce qu'ils voient que ce maximum a diminué. Et c'est faux. Il faut toujours voir deux choses, que le maximum diminue et voir la largeur de la bande passante. Si la largeur de la bande passante a augmenté, donc on a changé la valeur de R. Si la largeur de la bande passante n'a pas varié, on n'a pas changé la valeur de R. Pour cela, on va voir la bande passante pour la deuxième courbe. Ici, 40, c'est la nouvelle valeur de I0 pour la deuxième courbe. Je vais l'appeler I0'. Pour chercher la bande passante de cette deuxième courbe, je vais diviser I0' par racine de 2. Je prends 40, je la divise par racine de 2, ça me donne à peu près 28. Donc, ceci, c'est I0 sur racine de 2. Maintenant, si on voit la bande passante de cette courbe, c'est celle-là.
on voit que cette bande passante est identique à la première. Donc la largeur de la bande passante n'a pas changé, donc on n'a pas changé la valeur de R. Delta N est constante. Donc R n'a pas changé, bien n'a pas varié. D'où on a changé la valeur de U. Maintenant, pour calculer la nouvelle valeur de U de cette deuxième courbe, on va utiliser la relation à la résonance. C'est-à-dire que la nouvelle valeur U' est égale à Z0 fois I0'. On n'a pas changé de R, donc le Z de la deuxième courbe, courbe 1, est le même que la courbe précédente. Mais la valeur de I0 a changé, il est devenu 40 mA. Donc on doit chercher la valeur de U'. Donc U', la nouvelle valeur, c'est R plus petit r, c'est 30 plus 3, ça fera 33,3. Fois I0, c'est 40 mA. C'est-à-dire 40, 10 puissance moins 3. Ça nous donne 1,3 volts. Exercice 3. Un dipôle RC est composé de une résistance R égale 100 ohms, une bobine d'inductance L et de résistance petit r, un condensateur de capacité C égale 2 microfarad, un GBF délivrant une tension sinusoïdale U de T de valeur maximale UM constante et de fréquence réglable. Un courant sinusoïdal traverse le circuit d'intensité I égale IM cosinus de pi nt. On visualise grâce à un oscilloscope bicourbe sur la voie Y1 la tension UR de T aux bornes de la résistance et la tension U de T sur la voie Y2. L'oscilloscope est réglé pour les deux voies sur 10 volts par division verticalement et 0,5 millisecondes par division horizontalement. On règle la fréquence N sur la valeur N0, on obtient l'oscillogramme ci-contre. Première question. Montrez que le circuit est à la résonance. La réponse est simple. La tension et UR sont en phase, donc le circuit est à la résonance. N'oublions pas que UR, c'est le représentant de I de T. Donc U de T et I de T sont en phase. Donc, le circuit est à la résonance. Deuxième question. Déterminez N0 et montrez que L égale à 0,2 Henri. Pour calculer N0, je calcule la période à partir de la courbe et je prends l'inverse de la période. Donc la période ici, c'est 8 carreaux, c'est 8 divisions, et chaque division vaut 0,5. Ça fera 4 millisecondes. Donc la fréquence N0, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 sur 4 10 moins 3. C'est 250 Hz. Maintenant, pour déterminer la valeur de L, on sait que N0 égale 1 sur 2 pi racine de LC. Donc L égale 1 sur 4 pi carré N0 carré fois C. C'est 1 sur 4 pi au carré fois 250 au carré fois 2 10 moins 6. Cela donne effectivement 0,20 Henri. Troisième question. Calculer l'impédance du circuit et montrer que petit r égale à 50 ohms. Puisque le circuit est à la résonance, Z est égal à Z0, c'est-à-dire est égal à la résistance équivalente. Donc c'est R plus petit r. On calcule Z à partir de l'oscillogramme. Z est égal U sur I, ou bien UM sur IM. IM je la remplace par UM. R divisé par R, ce sera donc fois grand R. En faisant l'application numérique,
À partir de la courbe U, son maximum à 3 carreaux, ça veut dire 30 volts. UMR, son maximum à 2 carreaux, ça fera 20 volts. Le tout multiplié par R qui est égal à 100. Ça fera donc 150 ohms. Or, Z0 qui est égal à 150 ohms, il est égal aussi à grand R plus petit r. Donc, la résistance de la bobine égale la valeur de l'impédance Z0 moins grand R. C'est-à-dire 150 moins 100, ça donne 50 ohms. Et c'est la valeur demandée. Quatrième question. Montrez que l'impédance du circuit ou limite de la bande passante s'écrit Z1 égale R plus R racine de 2. Je vous rappelle la forme de la courbe I en fonction de N. I en fonction de N. C'est une courbe qui a cette allure. Ceci, c'est la résonance. Et si je prends I0 divisé par racine de 2, ça coupe la courbe en deux points. Une valeur dite N1, une autre valeur dite N2. La question, c'est de montrer que pour N1 et pour N2, Z est égal à R plus grand R fois racine de 2. Pour cela, on raisonne de la façon suivante. C'est une question classique. On a U égale ZI. Et aux limites de la bande passante, on a la valeur de I, elle est égale à I0 sur racine de 2. C'est ici les limites de la bande passante N1 et N2. Et en ce point, I est égal à I0 sur racine de 2. Donc, le U aux limites de la bande passante sera égal à Z fois I0 sur racine de 2. D'autre part, on sait que U aussi, la même valeur, il vérifie cette condition à la résonance Z0 fois I0. Donc, je peux remplacer I0 par U sur Z0. Donc, cette relation-là, que je vais appeler 1, donc la relation 1 devient U égale d'abord Z fois, au lieu d'écrire I0, j'écris U sur Z0 multiplié par la racine de 2. En simplifiant par U, je trouve que Z égale Z0 fois racine de 2. Or, Z0 n'est autre que la résistance équivalente, c'est-à-dire la résistance du conducteur ohmique plus celle de la bobine, ce qui implique que le Z aux limites de la bande passante est égal à R plus petit r, le tout fois racine de 2. Exercice 4. Un dipôle RLC est composé de une résistance R égale à 15 ohms, une bobine d'inductance L à peu près égale à 0,016 Henry et de résistance petit r, un condensateur de capacité C, un GBF délivrant une tension sinusoïdale U de T, de valeur efficace U constante et de fréquence réglable. U de T égale 15 racine de 2 cosinus 2 pi nt en volts. Première question. Sachant que la fréquence propre du circuit est N0 égale à 1400 Hz et que l'intensité efficace à la résonance est 750 mA, calculez la résistance R de la bobine et la capacité du condensateur. Pour déterminer la valeur de la résistance R de la bobine, on va utiliser la même méthode que l'exercice précédent, c'est-à-dire utiliser la relation entre la tension efficace, l'intensité efficace et l'impédance Z à la résonance. C'est-à-dire, on va écrire U à la résonance, c'est Z0 fois I0. Avec Z0, c'est R du conducteur ohmique, plus petit r, la résistance de la bobine. Pour la valeur U efficace, on a ici U de T égale à 15 racine de 2.
Cette valeur 15 racine de 2, c'est U maximal. Donc, je peux tirer U efficace à partir d'ici. Donc, U efficace égale UM sur racine de 2. C'est-à-dire, on va trouver 15 volts. I0, elle est déjà donnée dans l'exercice, 750 milliampères. Donc, on va déterminer Z0, qui est égal à la somme des résistances. Elle est égale à la valeur de U, divisé par I0. Donc, petit r égale U sur I0 moins grand R. Comme application numérique, petit r égale 15 volts sur 720 moins 3 moins 15 ohms. Ceci donne 5,8 ohms. Donc on voit ici que chaque fois qu'on veut déterminer la valeur de la résistance de la bobine, on a besoin de cette relation à la résonance. La deuxième partie de la question, c'est calculer la capacité du condensateur. Sachant que N0 égale à 1400 Hz, on peut écrire N0 égale 1 sur 2 pi racine de LC. Donc on trouve que C égale 1 divisé par 4 pi au carré fois N0 au carré fois L. Ça donne comme résultat 8,1 10-7 farad. Deuxième question, on considère que le circuit est à la résonance. Donnez l'expression de I de T. On sait que l'expression de I de T s'écrit IM cosinus de pi NT, que je peux écrire aussi, au lieu d'écrire IM, c'est I fois racine de 2, cosinus de pi NT. Et puisqu'on est à la résonance, on aura I égale à I0 et N égale N0. Donc l'expression de I à la résonance s'écrit I de T égale I0 fois racine de 2 cosinus 2 pi N0T. Donc ceci c'est l'expression de I à la résonance. Troisième question, montrez que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit s'écrit E total égale L I0 au carré. Troisième question, à savoir que l'énergie totale, c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est-à-dire 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. L'expression de I, on l'a d'après la question précédente. Il faut maintenant déterminer l'expression de UC. On a I égale C DUC sur DT. Donc je peux déterminer DUC, c'est 1 sur C fois I fois D de T. Donc on peut déterminer l'expression du UC en intégrant cette relation. C'est l'intégrale de 1 sur C fois I fois D de T. Je cherche donc une primitive. Je remplace I par l'expression de la question 2 et j'obtiens UC égale, en faisant sortir les constantes, c'est-à-dire C, I0 et racine de 2, ça sera donc I0, racine de 2, sur C, l'intégrale de cosinus de pi n0t, le tout fois d de t. L'intégrale de cosinus de pi n0t, c'est 1 sur 2 pi n0 sinus de la même fonction. Donc UC égale I0 fois racine de 2 sur 2 pi n0 fois C fois sinus de pi n0t. Et puisqu'on cherche une primitive, c'est plus une constante. Pour trouver la constante, on va utiliser les conditions initiales. Initialement, dans le circuit RLC forcé, le condensateur n'est pas chargé. C'est-à-dire que UC à l'instant 0, elle est nulle. Ce qui implique que cette expression à l'instant 0 égale à 0. Donc j'y prends cette expression
j'ai remplacé t par 0. Or, le sinus de 0, c'est 0. Ceci veut dire que la constante aussi, elle est nulle. Donc, j'ai trouvé maintenant que UC, c'est I0, racine de 2, sur 2pi N0C, sinus 2pi N0T. Maintenant, on va faire la somme 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. Donc, E total, il est égal 1 demi multiplié par C multiplié par UC au carré, cette expression au carré. Ça donne I0 au carré. La racine de 2 au carré, c'est 2, divisé par 4pi au carré, fois N0 au carré, fois C au carré. Le tout fois sinus au carré de pi N0T. Ceci, c'est l'énergie électrique, plus l'énergie magnétique, 1 demi L fois I au carré, c'est-à-dire fois I0 au carré, la racine de 2 au carré, c'est 2, fois le cosinus au carré de 2pi N0T. Maintenant, on va arranger cette expression. Donc, on va simplifier par 2. On va simplifier par C. Il me reste un C au dénominateur. Et ceci, il est égal I0 au carré sur 4pi au carré N0 au carré fois C. Or, 1 sur 4pi N0 au carré n'est autre que L. Donc, ceci n'est autre que L I0 au carré. Pour le deuxième terme, ceci se simplifie et j'obtiens E total égale L I0 au carré, que je peux mettre en facteur commun, de sinus au carré 2pi N0T plus cos carré 2pi N0T. Or, cette expression, c'est 1. Donc, je trouve la relation demandée, E total à la résonance, c'est L fois I0 au carré. La quatrième question, calculer la valeur de l'énergie joule dissipée par FI joule dans le circuit pendant une période. Ici, on veut calculer la valeur de l'énergie dissipée par FI joule en courant alternatif, pas en courant continu. C'est pour ça qu'on nous donne l'expression de l'énergie dissipée par FI joule pendant un petit intervalle de temps, d de t, pour pouvoir trouver l'énergie dissipée pendant une durée grand T. Donc, quatrièmement, on va commencer de l'expression donnée dans l'exercice. D de E joules n'est autre que R I au carré fois D de T. Ça veut dire que ceci est égal à R. I au carré, je vais la remplacer par l'expression de la deuxième question. Ça fera donc I0 au carré. La racine de 2 au carré, c'est 2. Puis, cosinus au carré, 2pi N0T. Le tout fois D de T. Maintenant, on veut l'énergie joule pendant une période. Ça sera l'intégrale de dE joule de l'instant 0 jusqu'à l'instant T. C'est-à-dire aussi l'intégrale de cette expression. Je fais sortir RI0 carré fois 2 de l'intégrale, c'est une constante, de RI0 carré, et je mets l'intégrale de 0 jusqu'à T de cosinus au carré 2pi N0T, le tout fois D de T. Dans ce genre d'intégrale où il y a le cos carré, on linéarise le cosinus, c'est-à-dire on utilise la relation mathématique qui donne le cosinus au carré en fonction du cosinus à la puissance 1. On appelle ça linéarisation. Donc on sait que cos carré x, ça donne cos de x plus 1, le tout divisé par 2. Donc en appliquant cette relation à cette formule cos carré, j'obtiens E joule égale. Le 1 demi, il sort de l'intégrale, il se simplifie avec le 2, il me reste RI0 au carré, l'intégrale de 0 jusqu'à t de cosinus 2 fois x, ça veut dire 2 fois cette quantité, 4
pi n0t fois d de t, plus aussi l'intégrale de 0 jusqu'à t, 1 fois d de t. Donc E joule égale R I0 carré, facteur, la primitive de cosinus 4pi n0t, ça sera 1 sur 4pi n0 sinus 4pi n0t. Ceci entre 0 et t, plus l'intégrale de 1 c'est t, prise entre 0 et t. La valeur elle est nulle. Il me reste t entre 0 et t, donc E joule en fin de compte, elle est égale à R I0 au carré fois grand T. Exercice 5. Le graphe ci-dessous montre les variations de l'impédance Z du circuit en fonction de la fréquence N du générateur. Première question. Déterminer graphiquement l'impédance du circuit à la résonance. Justifier la réponse. On sait que Z égale à U sur I. C'est U efficace sur I efficace. Et d'autre part, I prend sa plus grande valeur à la résonance. C'est la valeur I0. Donc, puisque U reste constante et I prend sa plus grande valeur, donc Z est minimal à la résonance. Donc, d'après ce graphe, la valeur minimale de Z correspond à Z0, c'est-à-dire Z à la résonance. Donc, à la résonance, Z égale à 2 kΩ. Donc, graphiquement, Z0 égale 2 kΩ. La deuxième partie de la question, c'est en déduire la résistance du circuit. On sait qu'à la résonance, Z0, c'est la résistance du circuit. C'est la résistance équivalente. Donc, cette résistance n'est autre que 2 kΩ. Deuxième question, en déduire la valeur de la fréquence à la résonance. Puisque Z elle est minimale à la résonance, donc la fréquence correspondante, c'est N0. On projette la valeur de Z minimale sur l'axe des fréquences. Donc, Z0, 2 kΩ, correspond à une fréquence de 0,5 kHz. Donc, N0, c'est 0,5 kHz. Graphiquement, N0, c'est 0,5 kHz, c'est-à-dire 500 Hz. Troisième question, déterminer l'expression de l'impédance du circuit aux limites de la bande passante en fonction de R, la résistance du circuit. On sait qu'aux limites de la bande passante, on a I égale à I0 sur racine de 2. Donc, je vais remplacer I par U sur Z. La tension efficace sur Z aux limites de la bande passante. Et je remplace I0 par U sur Z0. Le tout fois racine de 2. J'en déduis que Z aux limites de la bande passante n'est autre que Z0 fois racine de 2, c'est-à-dire R fois racine de 2. Quatrième question, déterminer la largeur de la bande passante et la valeur du facteur de qualité. La largeur de la bande passante, c'est la différence des fréquences qui correspondent à la valeur I égale I0 sur racine de 2. Donc, je sais maintenant, d'après les questions précédentes, si I égale à I0 sur racine de 2, j'ai Z est égal à R racine de 2, c'est-à-dire 2,8 kΩ. On va maintenant déterminer sur le graphe la valeur de Z aux limites de la bande passante, c'est-à-dire 2,8. J'ai ici 2, ici c'est 3. Donc chaque petit carreau avec 0,2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. C'est la valeur de Z aux limites de la bande passante. Il coupe l'axe en deux points.
Le premier point correspond à N1, le deuxième point correspond à N2. Donc ceci c'est N1 et cette valeur c'est N2. Donc la largeur de la bande passante c'est cette largeur qu'on appelle delta de n. En utilisant l'échelle donnée sur l'exercice, on a chaque carreau avec 0,25 et chaque carreau est divisé en 5 petites divisions. Donc je vais compter le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fera 21 fois 0,05. Ça donne 1,1 kHz. Donc delta de n, c'est 1,1 kHz. Pour le facteur de qualité, c'est Q0 égale N0 sur delta de n. Le N0 c'est déjà déterminé, c'est 500 Hz. Le delta de n c'est 1,1 kHz, ça fera 1100 Hz. Ça donne 0,45 comme valeur pour le facteur de qualité. Le facteur de qualité c'est seulement Q. C'est tout pour cette série d'exercices consacrés aux oscillations forcées dans un circuit RLC, consacré aux élèves de sciences maths. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.